Rebonsoir, chers amis auditeurs, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la radio du Terre-Terre Lorrain. François-Xavier Consoli, votre serviteur, comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur nos ondes un auteur qui va nous parler d'un personnage ô combien mystérieux, ô combien inquiétant d'ailleurs, on pourrait le penser. En tout cas, qui perd de plus en plus de son mystère, mais qui présage, puisqu'on peut considérer d'ailleurs que c'est une espèce d'augure à lunettes, qui nous présage un monde assez inquiétant. Et on va vous parler de ce personnage, mais avant, je vais vous présenter notre auteur. Il s'agit de Modeste Schwartz. Monsieur Schwartz, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Schwartz, nous vous recevons à nos micros grâce aux amis de la maison d'édition Culture et Racines. Car pour cette maison d'édition, vous avez écrit alors c'est pas un roman, c'est bien sûr pas un livre de philosophie ou un essai, c'est plutôt, je dirais, une sorte de détricotage d'un livre, d'un autre livre. Et ce livre, il s'agit donc de l'auteur inquiétant dont je parlais à l'instant. Il s'agit donc de la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Et votre livre à vous donc s'appelle Le Magicien de Davos. Et on va expliquer tout ça puisque ce Klaus Schwab est particulièrement proche de la ville de Davos. Alors, avant de démarrer, je vous présente un petit peu. Vous avez, en plus de ce livre, Monsieur Schwartz écrit Yin, l'Occident comme cunicratie. Oui. Pour ce livre, donc Le Magicien de Davos, vous détricotez, c'est ce que je disais, un petit peu donc ce livre donc de Klaus Schwab paru à l'été 2020, donc dans le vôtre qui est sorti tout récemment. Et alors juste une toute petite présentation, on en avait déjà parlé sur nos ondes il y a quelques temps, ça devait être au mois de janvier je crois, dans une émission d'actu de ce fameux Klaus Schwab. Donc il s'agit d'un ingénieur, un économiste et fondateur du fameux Forum économique mondial qui s'appelait avant le Symposium européen du management, fondé en 1971. Alors avant de rentrer dans votre livre, Le Magicien de Davos, Monsieur Schwartz, j'aimerais savoir pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce fameux Klaus Schwab? À la différence d'Éric Verreck, par exemple, qui a publié un autre commentaire du même texte aux mêmes éditions que moi, les éditions Culture et Racines, mais qui a, disons, un autre background. Éric Verreck, c'est un spécialiste de prospective, c'est quelqu'un qui publie une newsletter qui s'appelle Courrier des stratèges, c'est un énarque, c'est un ancien haut fonctionnaire. Donc lui, il avait déjà une pratique, si vous voulez, des milieux élitaires. Et donc, ça se reflète évidemment dans sa perspective sur ce texte. Encore une fois, c'est le même texte, on commente tous les deux le même texte. Pour ma part, c'est vrai que je suis plutôt un littéraire ou dans l'aspect plus philosophique. Disons que j'y suis arrivé plus tard. J'ai dû découvrir aussi la personnalité de Klaus Schwab, que Éric Verreck, par exemple, connaissait déjà sûrement assez bien avant. Et comment j'y suis arrivé? Écoutez, tout simplement, à partir de mars 2020, vous l'avez sûrement remarqué, il s'est passé quelque chose, ce qu'il est convenu d'appeler une crise sanitaire. À partir, disons, d'avril-mai, j'avais déjà de très sérieux doutes sur la nature sanitaire de cette crise. Et donc, à l'automne, avec un peu de retard, je l'avoue, à l'automne 2020, je découvre ce texte que messieurs Schwab et Malray avaient sorti fin juin, début juillet 2020, et où, alors que, encore une fois, l'un est ingénieur et professeur de management, d'ailleurs plutôt qu'économiste, l'autre est quelqu'un qui a fait une carrière dans la banque, enfin bon, aucun des deux n'est médecin, et puis épidémiologiste, virologue, etc. Et dans ce texte donc de fin juin, début juillet, je trouve une description, une prévision, ça se présente comme une prévision pratiquement parfaite de tout ce qui ensuite va nous arriver à l'automne 2020, à l'hiver 2020-2021, au printemps 2021. Et c'est là qu'effectivement je me suis dit que ces gens-là méritaient vraiment toute notre attention et d'ailleurs avaient de leur côté fait tout ce qu'il fallait pour l'obtenir, ou comme l'a dit leur ami Bill Gates, en tout cas ami de Schwab, et qu'il cite d'ailleurs très souvent dans son texte, dans une interview maintenant célèbre sur Internet. This time we got their attention. Cette fois-ci, nous avons réussi à capter leur attention. Effectivement, messieurs, vous avez réussi. Vous avez raison de le rappeler. Bon, c'est à dessein que je n'ai pas prononcé le mot Covid.
Pour une première raison toute simple, c'est que je pense que c'est un mot qui saoule pas mal maintenant, mais on ne peut pas y échapper bien sûr. Et l'objet, c'est pour ça que je trouve votre livre intéressant, euh, l'objet Covid finalement, ou cette grippe 2019, cette grippe 19 comme on pourrait l'appeler, n'est pas précisément le sujet ici. Alors, en tout cas, c'est ce que pour moi, c'est ce qui ressort de votre livre, puisque on peut considérer à juste titre, on va bien sûr décortiquer et citer votre livre, mais on peut considérer à juste titre que ce Covid n'est qu'un prétexte qui amène beaucoup d'autres choses. Et c'est ce que vous avez fait remarquer. Comme je l'ai dit, votre livre à vous, avec un côté littéraire, hein, c'est vrai, il y a un sens de la formule et du style, hein, ce qui est assez appréciable d'ailleurs, puisque ça change un petit peu et c'est pas très... comment dirais-je, ça évite d'être un petit peu chiant. On peut considérer que vous décortiquez donc, le livre de Klaus Schwab. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour introduire un petit peu cette idée-là, penser que donc le livre, La grande réinitialisation de Klaus Schwab et Thierry Malray, est un livre prophétique, une sorte bon, peut-être que j'abuse un peu, mais une sorte de nouvelle Bible, des nouveaux commandements que un de ces apparatchiks de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ou en tout cas les grands décideurs mondiaux, ces grands mondialistes qui règnent désormais sur le monde, ont décidé de lister dans ce livre et finalement explique aux gens, voilà, du fait du Covid, du fait de cette grande pandémie mondiale, désormais, chers amis, chers brebis, vous allez devoir faire ainsi, vous allez vivre ainsi et faire avec ces nouvelles règles. Oui, alors une note de bas de page presque à votre question. Vous avez parlé donc de ces gens qui désormais contrôlent le monde. Je pense que ce qui mériterait le désormais, si vous voulez, c'est plutôt la visibilité qu'ils ont acquise en 2020. Je pense que ça fait, enfin le monde, ce que eux-mêmes appellent le monde, c'est-à-dire en réalité l'Occident, hein, en Chine, au Vietnam, en Indonésie, etc. On voit ça très différemment. Mais ce monde-là, en tout cas, je pense qu'il le contrôle depuis bien plus longtemps que mars 2020. Simplement, à partir de mars 2020, c'est devenu extrêmement flagrant. Alors, vous parlez de décortiquer. Effectivement, s'il fallait, je pense, ça serait plutôt la tâche de la critique d'ailleurs que de l'auteur, mais bon, je vais quand même essayer. S'il fallait classer, si vous voulez, mon texte en termes de genre, on pourrait dire que c'est un peu le commentaire d'un commentaire, c'est-à-dire c'est un peu le marketing d'un marketing, hein, donc en termes littéraires, on dirait une mise en abysse, dans la mesure où, au moins dans ma lecture, le bouquin de Schwab et Malray, c'est un texte de marketing politique. C'est la raison pour laquelle je l'ai comparé à des textes comme le Manifeste du Parti communiste, le Petit Livre rouge de Mao ou Mein Kampf de Hitler. C'est-à-dire que c'est un texte qui se fixe de toute évidence pour objectif d'amener un public bien défini dans une direction bien définie. Alors quel public? Dans mon analyse, c'est ce que j'ai appelé le middle management du mondialisme occidental. Eh bien, disons, c'est cette couche intermédiaire, hein, donc ni les grands décideurs de Davos, ni les membres du club qu'administre Klaus Schwab, ni les masses, parce que les masses, déjà, on s'en fiche, hein, des descendants, c'est des gilets jaunes, mais entre les deux, vous voyez, couche de hauts fonctionnaires, universitaires, journalistes, etc., sont des gens qui généralement ont, pour le dire de manière un peu grossière comme ça, en termes de quotient intellectuel, c'est pas que je crois tellement à cette notion de quotient intellectuel, mais sont des gens qui généralement ont un quotient intellectuel un peu trop élevé pour, si vous voulez, gober le récit covidien. C'est-à-dire sont des gens qui, évidemment, déjà dès mars, dès avril 2020 se rendait bien compte que, quelle que soit la réalité, si vous voulez, virologique d'une menace épidémiologique, que sais-je, ça j'en sais rien, moi c'est pas mon domaine de spécialité, mais ils se rendaient bien compte, évidemment, c'est simplement des gens qui généralement savent compter, que tout ce qu'on était en train de faire, donc ces mesures médico-magiques ou magico-médicales, enfin voilà, le confinement, de tous ces trucs qui avaient jamais été faits auparavant. Enfin, on est allé trouver des précédents, je crois, de l'époque de la grippe espagnole, donc ce qui voudrait dire qu'ensuite
pendant 100 ans, il n'y a eu aucune épidémie au monde. Enfin bon, bref. Et eux se rendaient cette couche-là, si vous voulez, se rendait très bien compte, au moment où paraît le texte de Schwab et Malray, que la crise politique déclenchée, les mauvaises langues diraient même montée de toutes pièces, va de toute évidence être plus destructrice, plus meurtrière que n'importe quelle crise à proprement parler. Et donc c'est un moment stratégique où, si vous voulez, il faut les convaincre que c'est quand même une bonne idée. C'est-à-dire que c'est un mal pour un bien, que bon, peut-être qu'on a un peu surréagi, hein, le texte de Schwab l'admet à demi-mot, mais que cette surréaction, malgré tout, c'est quand même très bien parce que ça va permettre cette réorganisation de la société, ce Great Reset, hein, cette grande réinitialisation, que cette élite davosienne appelle de ses voeux de toute façon depuis des années, sinon des décennies, que jusqu'en 2020, elle appelait de ses voeux, publiquement du moins, avant tout au nom d'une autre grande construction religieuse, pseudo-religieuse de Davos, qui est le réchauffisme. Hein, c'était le culte de Greta Thunberg. Simplement, ça marchait pas si bien. Le pouvoir de conviction, le pouvoir d'adhésion, de création d'adhésion, vous voyez, c'était assez décevant. Et d'ailleurs, Schwab le dit. Hein, il y a un paragraphe de son texte où il le dit. Oui, le Covid et le covidisme, si vous voulez, ou l'enfermisme et le réchauffisme poursuivent bien les mêmes objectifs, qui pour lui évidemment sont des objectifs excellents, sacro-saints, voilà. Simplement, le réchauffisme, c'était pas assez efficace, les gens se sentaient pas assez menacés, et donc ça allait trop lentement. Et c'est quand même vraiment bien qu'on ait trouvé un ressort puissant, c'est-à-dire la crainte, non pas de je ne sais quel recul, banquise, etc., mais la crainte de la mort immédiate, hein, dont il souligne lui-même, là je le cite presque dans son texte, que c'est un ressort essentiel de la prise de décision humaine, et que donc c'est une excellente idée d'avoir, si vous voulez, un peu substitué ou boosté, vous voyez, le réchauffisme grâce au covidisme. Donc ça, c'est le message qu'il cherche à faire passer à ce public qui lui est de toute façon déjà acquis idéologiquement. Hein, je veux dire, c'est les gens, c'est, si vous voulez, c'est ce monde bobo des cadres supérieurs, soit de l'État, soit des multinationales, ça revient de plus en plus au même, qui est de toute façon déjà acquis depuis des années, des décennies, à tout cet agenda transhumaniste, LGBT, Greta Thunbergien, etc. Et donc ce que j'ai fait, si vous voulez, c'est un peu le marketing de ce marketing, c'est-à-dire que on pourrait dire que j'essaye de rendre service à Klaus Schwab, j'essaye de lui amener encore de nouveaux lecteurs, un service que j'espère néanmoins assez mauvais de son point de vue, dans la mesure où les lecteurs que je cherche à amener à son texte sont précisément ceux à qui ce texte ne s'adressait pas. Ce sont ceux dont il aurait probablement préféré que en ce qui les concerne, le texte passe inaperçu. On m'a souvent fait la réflexion d'ailleurs, qu'il n'y a pas eu de grand battage, vous voyez, comme on n'en a pas fait un enterrement de Johnny Hallyday. C'est d'ailleurs, une chose. Et pour autant, c'est d'ailleurs une chose à laquelle on aurait pu penser dès lors où moi j'ai lu votre texte. Je me suis dit mais pourquoi en faire tout un drame, puisque on en avait déjà parlé sur une émission d'actualité sur nos ondes. Après tout, le texte de Schwab n'est certainement pas lu par grand monde, mais précisément c'est peut-être aussi parce qu'il n'est pas lu par grand monde qu'il est intéressant. Voilà, de ce point de vue-là, si vous voulez, on pourrait peut-être, c'est peut-être un manque de modestie de ma part, mais on pourrait peut-être comparer ma démarche, ou d'ailleurs celle d'Éric Vérec, de ce point de vue-là, c'est la même, à celle d'un Charles Maurras dans les années 30. Vous savez, parce qu'à l'époque, il y avait cet autre grand texte programmatique, franchement plus gros, franchement plus long et indigeste, il faut bien le dire, qui était le Mein Kampf d'Adolf Hitler, et qui est annoncé avec une franchise assez désarmante, ce que le dit Hitler comptait bien des années plus tard, faire à la tête de l'Allemagne et faire de l'Allemagne, faire de l'Europe, voire du monde, et simplement personne ne le lisait. Alors c'était d'autant plus paradoxal que vous savez, je crois que les nazis eux-mêmes s'étaient vantés d'avoir imprimé ce texte en plus d'exemplaires que la Bible. Et effectivement, même moi, ayant grandi
en Alsace, les greniers sont encore pleins de ces exemplaires qu'il suffisait que quelqu'un passe en Allemagne. C'était le cadeau classique dans les années 30. Et bon, les gens ramenaient ça chez eux, personne ne le lisait. Et un Français, un patriote français, Charles Maurras, lui a fait l'effort de le lire et ensuite a passé des années et des années à essayer d'alerter les Français sur la très lourde menace que faisait planer l'hitlérisme sur la France. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut comparer les deux démarches. Alors évidemment, on vit plus dans le même monde. Maintenant, on n'a plus besoin de tirer des millions d'exemplaires. On met simplement le texte sur Internet. C'est d'ailleurs ce que Schwab a fait. Hein. Le texte, presque dès sa publication, je crois que ça a été une affaire de jours, a tout de suite été disponible sur des sites liés donc à son ONG, entre guillemets, hein, le Forum économique mondial, téléchargeable gratuitement. Je crois dès le début, donc en anglais, évidemment, on peut considérer que l'original est la version anglaise, mais le français a dû paraître à quelques jours ou au maximum semaines de distance. Et c'est d'ailleurs la version française est d'ailleurs aussi l'œuvre des mêmes auteurs. Hein. Rappelons qu'un des auteurs est germanophone, quoi qu'il parle aussi français. L'autre est un Français. Je sais qu'entre-temps, d'ailleurs, une traduction allemande a aussi vu le jour. On se demande un peu à quoi ça sert, d'ailleurs. En tout cas, le public que vise Schwab en Allemagne est typiquement anglophone. Ce sont des gens qui lisent parfaitement l'anglais, mais enfin, en tout cas, voilà, maintenant il existe une version allemande et peut-être déjà des versions dont j'ai pas entendu parler, espagnol, que sais-je. Donc bon, à terme, j'imagine que c'est un texte qui va devenir disponible dans pratiquement toutes les grandes langues de circulation. Et pour ma part, j'ai simplement voulu faire en sorte qu'il soit bien lu par un public francophone notamment, et si possible, pas seulement par ceux à qui il est destiné. Voilà. Oui. Et puis rappelons toujours l'adage, dès lors où c'est gratuit, c'est qu'en général, c'est vous le produit, quoi. Je peux pas m'empêcher de vous citer, puisqu'après tout, vous savez écrire, donc on va pas se gêner. Donc là, c'est page 27. Qu'on se comprenne bien, pour ses prédictions virologiques, comme pour tout le reste, l'universitaire Schwab ne manque pas de sources et ne lésine pas sur les notes de bas de page, car enfin, en ajoutant les pigistes de Bill Gates à la rédaction de The Economist, du New York Times, etc., le secrétariat de Davos compte des milliers de plumes pour alimenter l'écho chamber de la pensée luciférienne occidentale. Schwab, en bon secrétaire général, se contente de produire une synthèse. Pourquoi cette phrase ? Parce que, bon, déjà, on a prononcé les mots Covid, grande pandémie mondiale, nouvel ordre mondial, nouvelle mesure qui va prendre en charge, grosso modo, l'Occident, donc grosso modo le monde, soyons francs. Je rassure les auditeurs, et rassurez-moi, cher ami, vous n'êtes pas un complotiste patenté, QAnoniste à 2 balles. Non, je m'en méfie énormément, hein, comme en général du culte de Trump, etc. Pour des raisons, bon là, ça nous amènerait trop loin. Mais par ailleurs, si, bien sûr, je suis un complotiste, c'est-à-dire que tout simplement, j'ai des connaissances historiques. Je sais par conséquent que l'histoire humaine est une longue série de complots, notamment de complots qui ont réussi. Les autres, on a tendance à les oublier. Simplement, le texte, effectivement, que j'ai soumis au public, n'est pas un texte, si vous voulez, de divulgation. Hein, c'est-à-dire, en gros, le lecteur n'y apprendra stricto sensu rien qui ne soit déjà dans le texte de Schwab. Donc c'est une lecture de Schwab. Alors pourquoi ? Bon, c'est évidemment aussi une manière de me mettre à l'abri. Hein, comme je fais assez peu d'hypothèses, il est assez difficile de venir me chercher des coups. Et puis aussi parce que, comment dire, au moins dans la phase qui était celle du processus de la grande réinitialisation au moment où j'ai écrit mon commentaire, ça a un peu changé ensuite, hein, parce qu'ensuite on a vu apparaître les injections, voilà, donc là encore, je vais pas m'étendre, c'est un autre chapitre, mais au moins dans cette phase-là, j'avais franchement l'impression qu'en réalité, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que tout se passe en pleine lumière. Et ça correspond d'ailleurs très très bien, justement, à la méthodologie de Schwab,
Schwab, rappelons-le, hein, c'est un peu l'empereur de la révolution managériale. Hein, on le présente souvent comme un économiste. Non, c'est avant tout, en termes universitaires, c'est le plus gros de sa carrière, ça a été de tenir une chaire de management à une université genevoise. Mmh. Et effectivement, la magie du magicien de Davos, ben c'est ça, c'est la magie du management, du mainstreaming, du soft power, c'est la magie de l'influence. Alors il y a peut-être aussi une magie un peu plus discrète, un peu plus ésotérique, au ressort un peu moins clair, qui est par exemple celle qui lui permet, quand cette ONG, parce que ça peut s'appeler le Forum économique mondial, officiellement sur le papier c'est une ONG, hein, déclarée, je pense, quelque part, enregistrée quelque part en Suisse. Bon, donc on se dirait, bah écoutez, à ce compte-là, moi aussi, dans mon village suédois, je pourrais, avec quelques amis, vous voyez, que je rencontre au bistrot, vous savez, s'il y a des bistrots ouverts, bon, on pourrait fonder une amicale mondiale, hein, de pétanquisme, je sais pas, voilà, et n'importe qui peut déclarer mondial, hein, du moment qu'il y a un Français dedans, s'il y a aussi un migrant pakistanais, bon, c'est mondial. Bon, donc simplement cette ONG de Schwab, quand à chaque printemps, hein, ou fin d'hiver, elle fait ses grandes réunions de Davos, elle convoque, alors non seulement les membres du club, on comprend, hein, quand on voit les cotisations qu'ils ont versées, effectivement, il serait bête de pas profiter au moins du buffet suédois et du cocktail. Bon. Mais aussi, vous voyez, elle est en mesure de convoquer un Xi Jinping, un Poutine. Alors même s'ils vont pas toujours dire exactement ce qu'on attend d'eux, mais en tout cas, il y a effectivement là une sorte de pouvoir d'attraction, de magie, etc. que je m'explique un peu moins bien que l'autre. Mais donc c'est pas l'objet de mon texte à moi. Ça, ce serait plutôt si vous voulez, de l'analyse des réseaux de pouvoir, etc. C'est des choses que fait très bien, par exemple, quelqu'un comme Xavier Poussard, hein, dans Faits et Documents, qui m'a non seulement précédé même moi, mais a même précédé Éric Vérec. Je pense qu'en français, il a été le premier à produire un commentaire, alors certes succinct, mais tout à fait substantiel, hein, du texte de Schwab et Malray, dès septembre-octobre, hein, dans 3 numéros successifs de septembre-octobre 2020, donc de sa revue Faits et Documents. Moi, je me suis plutôt concentré, si vous voulez, sur la partie au grand jour, la partie exotérique, la magie du management, la magie de gouvernance. Hein, parce que Klaus Schwab, c'est vraiment la figure de proue de cette génération on va dire, de gourous de l'élite occidentale. N'oublions pas qu'il a été il a été l'élève de Kissinger, hein, à Harvard. Donc il y a vraiment une filiation directe, on va dire, dans l'ordre des gourous néo-marxistes du pouvoir occidental. Dans cette filiation, par rapport, notamment si on le compare à un Kissinger, hein, alors Kissinger c'était encore très barbouze, c'était très CIA, hein, on vole en secret vers la Colombie ou que sais-je, enfin j'ai oublié les détails, mais voilà, où on va faire exécuter tel ou tel activiste. Non, Schwab, c'est typiquement la figure de proue de cette génération qui, au sein, si vous voulez, de cette caste de scribes, vous voyez, de l'élite occidentale, a réussi à remplacer le gouvernement par la gouvernance. Et la gouvernance, c'est quoi? C'est le mainstreaming, c'est l'influence, c'est, si vous voulez, c'est la magie de Davos, hein, qui permet à Davos de garder toute la décision pour elle. Là, en ce moment, on s'en rend bien compte. Hein. C'est clair que les décisions ne sont pas prises à Paris, même pas à Berlin. Bon. Tout en laissant la responsabilité aux exécutants, aux marionnettes. Hein. Vous voyez, le peuple français, en ce moment, du moins une grande partie, il veut quoi? Il veut la tête de Macron. Oui, alors bon, j'aurais du mal à dire que je ne le comprends pas. Simplement, la tête de Macron, évidemment, c'est jamais qu'un fusible. Hein. Oui, puis surtout, et ça c'est vraiment, je pense, le point central, la clé donc de l'idéologie de tous ces gens qui dirigent effectivement le monde, et ça, comme vous l'avez dit, c'est pas une histoire de complot. Il suffit de regarder, de chercher un petit peu, et très vite on trouve. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de Schwab, et ça vous le décrivez très bien, vous le décortiquez très bien, c'est qu'effectivement, il y a donc
des mises en garde. Il explique grosso modo comment la population mondiale dorénavant va devoir vivre. Hein. Je mets des guillemets, mais en gros c'est un peu ça. On parle déjà donc de la vaccination, comment on va devoir organiser ses achats, etc. Et dans ce management-là, et c'est là où moi j'aimerais que vraiment vous insistiez là-dessus, c'est que Schwab arrive à mélanger, vous l'avez évoqué, Covid, Greta Thunberg, transphobie et Union européenne et dette publique, dette mondiale, en faisant un espèce de patchwork donc de médecine, d'idéologie, on va dire progressiste, et d'économie européenne, d'économie mondiale, ce qui fait que finalement tout le monde grosso modo est dans le même bateau et tout le monde devra aussi, en plus de devoir de grosso modo laisser sa vie à son banquier parce on est obligé de prendre 25 000 prêts pour pouvoir vivre à peu près correctement. On devra également faire preuve de tolérance avec les LGBTQ+, etc. Mais aussi devoir multiplier son tri sélectif et devoir se mettre au vert. Dans l'idéologie de Davos, si vous voulez, effectivement, tout ça ne fait qu'un. Et tout ça ne fait qu'un, non pas de manière un peu accidentelle, accessoire, etc., mais en vertu, je dirais, du principe de base du progressisme. Hein, pour moi, Schwab est vraiment le dernier grand représentant en date du progressisme, qui a pour principe de base l'unilatéralité de l'histoire. Hein, c'est-à-dire que ça a été entre-temps non pas inventé mais formalisé jusqu'à un très haut niveau philosophique par Friedrich Hegel par exemple. Ça n'a pas toujours l'Europe n'a pas toujours conçu l'histoire comme ça. D'autres continents continuent à ne pas la concevoir comme ça, mais en tout cas, oui, à partir notamment de Descartes, Leibniz, Hegel, Kant, etc. Il y a cette idée, si vous voulez, cette perception télique, diraient des philosophes de l'histoire. Donc, du point de vue de Schwab, je pense que cette partie-là, si vous voulez, de son raisonnement, est en fait subjectivement parfaitement sincère. Hein, et d'où le sous-titre de mon commentaire, mensonge et vérité vérité et mensonge de la grande réinitialisation. Parce que le point sur lequel j'essaye d'attirer l'attention, c'est que finalement, dans ce texte de Schwab et Malgray, moi j'ai l'impression que si vous voulez la sincérité, alors bon, il y a quand même quelques bobards assez évidents. Hein, quand il reprend, encore une fois, un texte publié fin juin 2020. Il reprend, par exemple, les prévisions épidémiologiques de Niall Ferguson, vous savez, de l'Imperial College de Londres, qui, au moment de la publication du texte de Schwab, c'était déjà avéré fausse. Hein. Moi, dans le cas de la Suède, par exemple, j'avais calculé qu'il manquait 70 000 cadavres pour que les prédictions de Ferguson soient vérifiées. Alors, dans le cas d'autres pays, évidemment, ils vont vous expliquer que c'est grâce à ces mesures magiques. Ah bon, évidemment, comme la Suède ne les a pas prises, ça pose un problème. Et tout ça, Schwab le savait parfaitement. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas repérer dans son texte quelques bobards, si vous voulez, flagrants. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que quand même, ce qui l'emporte, c'est la sincérité. Et ce que j'essaie de faire comprendre à mon lecteur, c'est que ce qu'il faut craindre chez ces gens-là, c'est encore beaucoup plus leur sincérité que leur mensonge. Parce que ils sont probablement pas fous, insensés, si vous voulez, au sens où aujourd'hui beaucoup de commentateurs, de gens qui s'expriment sur Internet, etc., ils constatent l'absurdité de ce qu'on appelle les mesures, tout ça, et puis vous dites, mais c'est des fous. Non, de ce point de vue-là, du point de vue du comment, si vous voulez, de l'instrumentation de tout ça, il y a absolument aucune folie. Hein. Ils savent, et ça, en lisant Schwab, on s'en rend très bien compte. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, et ils savent très bien dans quel objectif ils font ce qu'ils font. Oui. En revanche, effectivement, quand on se pose la question des buts ultimes, et quand on essaie de comprendre la vision de l'homme qui est sous-jacente à ce programme, là, oui. On peut, en tout cas c'est mon cas, dans ma perspective philosophique, anthropologique à moi, on peut se dire que oui, on a du souci à se faire. Oui, là,
formes de démence, probablement encore beaucoup plus dangereuses, si vous voulez, que le simple, la vieille histoire du cynisme du pouvoir. Vous voyez, j'évoquais avant Kissinger les révolutions de palais plus ou moins sanglantes en Amérique latine, etc. Non, là, on est de toute évidence, on est à un autre niveau. Vous voyez, c'est ce qui m'amène à le comparer, par exemple, ces grands ancêtres bolcheviques russes qui dans un même système de pensée, si vous voulez, appliqué évidemment à d'autres circonstances historiques, mais a produit les effets qu'on sait. Hein. Donc, il se produit une révolution marxiste dans un pays qui n'avait pas vraiment d'industrie, ce que Marx jugeait impossible. Ça veut dire qu'il faut changer le pays, il faut changer le peuple. Quitte à faire mourir au passage à peu près 6 millions de koulaks dans les plaines de Russie, du Kazakhstan et d'Ukraine. C'est le progrès qui l'exige. Hein, exactement comme le progrès maintenant exige, et là encore, je cite le texte de Schwab, il n'est peut-être pas économiste au premier chef, mais il a quand même, cet homme-là, évidemment, des notions d'économie, et il s'attend donc dès fin juin 2020 à la mort par famine dans le tiers-monde de plusieurs millions d'individus, je cite son texte, du fait de la disruption des chaînes d'approvisionnement que ne peut pas ne pas provoquer, si vous voulez, cette folie du confinement, des fermetures de frontières, etc., etc. Et simplement, il écrit ça, j'allais dire sans cligner de l'œil. Enfin, c'est un texte, donc on ne le voit pas, mais je pense que sa main ne tremble pas, si vous voulez, sur le clavier à ce moment-là. Alors même, encore une fois, que le public auquel ça s'adresse, donc plutôt Europe Écologie, plutôt gauchiste, etc., en principe, si vous voulez, n'a pas une sympathie spontanée énorme pour les génocides en Afrique, vous voyez. Bon, et malgré tout, non, ça passe, c'est pas un problème, parce que c'est pour la bonne cause. Parce que la bonne cause, oui, c'est tout ce que vous avez rappelé, c'est le vert, l'inclusif, ça c'est un couplet. Une paire terminologique qui revient de façon à peu près obsessive sous la plume de Schwab. Et voilà, donc tout ça effectivement, c'est une vision dans l'esprit de ces gens-là, c'est une vision unitaire. C'est-à-dire c'est nous, parce qu'on est, Dieu merci, à l'extérieur, si vous voulez, de cette démence collective, qui sommes capables de dire, oui, mais attendez, alors ça relève de la finance, ça serait plutôt de l'écologie. Ah oui, mais là, vous parliez plutôt de santé publique, non? Oui, ça, c'est notre point de vue, et je vous dis pas qu'il est faux, au contraire. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est la divergence subjective, c'est-à-dire, c'est la sincérité. Et encore une fois, moi, j'ai beaucoup plus peur de la sincérité de ces gens-là que de leurs mensonges. Oui, et parce que moi j'insiste toujours, pour que les auditeurs comprennent bien, il faut bien avoir en tête, chers auditeurs, que l'individu dont on parle et le type d'individu dont on parle, Klaus Schwab est allemand, mais c'est un Allemand, comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, je crois qu'il parle anglais. C'est un Allemand qui n'a pas de racines particulières par rapport à l'Allemagne. C'est à la manière d'un Attali. Comme disait Attali, je ne suis pas un radis, je n'ai pas de racines. Je n'ai pas de racines, je ne suis pas un radis, certes. Mais chaque individu a des racines. Et si l'on prend du prolo de base qui bosse chez Leclerc aux gilets jaunes d'ailleurs, on a affaire à des individus qui sont confrontés à des réalités diamétralement opposées, si on peut dire. Et je vais aussi vous citer. Je vais citer notre ami Schwab quand même. Dans votre livre, vraiment, vous reprenez Schwab qui dit le bien-être doit être abordé de manière holistique. Nous ne pouvons pas nous sentir bien individuellement dans un monde qui souffre. Par conséquent, prendre soin de la planète sera aussi important que prendre soin de soi. Une équivalence qui soutient fortement la promotion des principes dont nous avons parlé précédemment, comme le capitalisme des parties prenantes, l'économie circulaire, etc. Et là, vous reprenez, pour contraindre sans exterminer, il faut bien assurer un minimum de survie biologique servile à ceux qui acceptent de se soumettre à la vérité éco-sanitaire. Or, cette main qui nourrit est aussi la main qui punit, et dans les deux cas, ses fonctions mêmes la définissent comme la main de l'État. Celle dont Schwab ne parle pas, non seulement par souci de dissimulation, mais aussi, soyons-en certains, parce qu'il ne veut objectivement pas la voir. Il regardera dans une autre direction, pendant que le petit personnel des Macron, Merkel et Renzi fera le sale boulot.
Et en attendant, le magicien de Davos nous raconte, comme à des enfants sages, comment, une fois dépossédés, nous serons de notre propre initiative plus vertueux au nom de Gaïa. Donc, voilà, comme vous l'avez bien rappelé, eh ben, le fameux argument, et c'est vrai qu'on nous serine avec ça maintenant depuis 1 an et demi, c'est que l'éco-sanitaire, l'argument d'autorité qui consiste à dire mais vous remettez en question les décisions prises, donc bah, vous êtes pour la mort des gens. Hein, ça va pas plus loin que ça. Vous avez des soupçons quant à une campagne de vaccination massive, donc vous êtes pour la mort des gens. Et ou donc vous êtes contre les libertés, puisque désormais, c'est grosso modo, c'est dit comme ça, enfin c'est annoncé, si on ne se vaccine pas, on est contre la réouverture des commerces, on est contre la possibilité d'aller à un concert ou d'aller boire un coup. Bon, c'est très bien, ça veut dire que finalement, le choix est fait, c'est d'un binaire absolu, et donc dès lors où on pose des questions, on est rangé, c'est un petit peu pour ça que je disais ça en début Oui, d'entretien, oui, oui. on est rangé parmi les complotistes infâmes. Oui, parce que ce que je décris, c'est effectivement c'est l'émergence d'une religion. Juste une petite parenthèse Oui, oui. pour juste corriger une citation. Donc, ce que j'ai dit concernant donc, la question des identités, des langues, etc. Non, Klaus Schwab est un Allemand qui pense en anglais. Voilà. Et en ceci d'ailleurs, vous remarquez, le texte, la première version, celle qu'on peut considérer comme originale, donc du texte que je commande, a été rédigé en anglais, hein, qui est la langue du Forum économique mondial. Bon. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça, ce serait drôle si c'était pas tragique. Il est tout à fait à l'image de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire un organisme où bon, bah, c'est concrètement les clés de l'institution sont pratiquement toutes dans des mains allemandes. Le personnel décisionnaire est allemand, mais c'est cette Allemagne qui se refuse, qui se nie de manière systématique, et qui a d'ailleurs subi une américanisation culturelle à partir de 1945 extrêmement poussée, et avec à côté, si vous voulez, hein, le co-auteur un peu falot, Thierry Malray, voilà, un Français pour faire joli, et pour faire européen, hein, puisque c'est comme on dit le couple franco-allemand. Mmh. Voilà. Mmh. Et bon, donc un peu comme Merkel à côté un peu comme Macron, pardon, à côté d'Angela Merkel. Voilà, donc cette parenthèse refermée, oui, de toute évidence, on assiste, notamment dans ce texte, pas seulement, mais notamment dans ce texte, à l'émergence d'une religion. Et alors, bon, bah, comme d'habitude, là, de manière un peu paradoxale, parce que c'est, si vous voulez, la religion qui va couronner, qui se sent appelée à couronner les fils idéologiques de la modernité, qui a quand même eu pour principale arme et vecteur si vous voulez, de propagation, la rationalité scientifique. Or, à terme, on se rend compte que quand on entre, si vous voulez, dans le dur du religieux, malheureusement, la rationalité scientifique va elle aussi y passer. Hein, donc, on peut le constater en ce moment avec ce pushing pharmaceutique à travers des gouvernements otages tout à fait effrayants, hein, en faveur d'injections dites vaccinales, qui, de toute évidence, présentent au moins pour les non-mourants, si vous voulez, hein, moins de 70 ans, bon, un risque bêtement d'accident adaptatif, de toute évidence, beaucoup plus élevé que le risque même, à en juger par les chiffres officiels, entre guillemets, l'épidémie. Bon. Donc là déjà, de toute évidence, on a renoncé à quantifier, on a renoncé à comparer. Or, qu'est-ce que la rationalité scientifique si ce n'est quantifier et comparer? Et alors là, dans cette série-là, si vous voulez, quand on analyse de ce point de vue-là le texte de Schwab, c'est une série sinon infinie, mais extrêmement longue. Donc je mentionnais précédemment ce lien qu'il pose, si vous voulez, et qui pour lui est tout à fait indiscutable. C'est un dogme, hein, entre covidisme et réchauffisme. Bon, il n'y a pas non d'argument scientifique sous-jacent à ça. Hein, donc pourquoi alors supposons oui qu'il y a un réchauffement. Supposons même hein, qu'il soit d'origine anthropique, etc. Là encore, on manque tragiquement d'arguments scientifiques, mais en quoi est-ce que ça va forcément favoriser les épidémies, hein, vous savez peut-être que l'Europe au Moyen-Âge était une grande forêt, hein, avant cette
avant cette petite deuxième révolution néolithique qu'a vécu l'Europe au sortir de la peste noire, et qui, donc, par multiplication par augmentation des rendements agraires a permis de doubler, tripler, quadrupler la population en relativement peu de générations. Et le résultat de ce processus, c'est l'Europe telle que vous et moi la connaissons, c'est-à-dire quand même extrêmement déboisée. Bon, visiblement, en 5-6 siècles que ça a duré, ça n'a pas tellement favorisé les épidémies, en tout cas virales, sur le continent européen. Là, évidemment, la peste n'entre pas en ligne de jeu, puisque d'une part, elle venait d'Asie, d'autre part, elle est bactérienne. Bon. Et ça ne s'arrête pas là. On pourrait continuer comme ça. Oui, vous mentionniez aussi ce passage sur ce capitalisme des parties prenantes, on peut aussi appeler capitalisme activisme, et qui, si vous voulez, c'est un modèle social où, tout du moins, si on prend Schwab au sérieux, alors évidemment, il se peut dans l'organisation concrète, si vous voulez, qui pourrait déboucher sur laquelle pourrait déboucher l'application de ces idées, il se pourrait qu'on voit réapparaître des mécanismes beaucoup plus rationnels et en même temps beaucoup plus comme la contrainte, la menace, l'état policier ou bon. Mais en tout cas, ça, Schwab n'en parle pas. Quand vous le lisez, vous arrivez à la conclusion que dans ce meilleur des mondes qu'il nous incite à construire, les gens, si vous voulez, les syndicalistes vont militer, mais pour qu'il y ait moins d'emplois. Vous voyez, parce que quand il y a trop d'emplois, ça risque de favoriser le réchauffement. Les actionnaires vont faire pression pour qu'il y ait moins de bénéfices, etc., etc. C'est-à-dire, s'il faut le considérer comme un économiste, alors c'est effectivement un économiste tout à fait révolutionnaire, puisqu'il vous invente, alors malheureusement uniquement sur le papier, un type de société dans lequel tout d'un coup la rationalité économique elle-même, qui est celle du gain, du profit, etc., de manière réellement magique, disparaît. Voilà. Alors est-ce que sa magie, vous voyez, agira vraiment? Est-ce qu'elle va vraiment se propager jusqu'à l'esprit de tous les actionnaires, syndicalistes, PDG, etc., de ce bas monde, ou est-ce qu'elle informe juste un discours qui sert de prétexte à la mise en place d'un totalitarisme? Bon, ça, je laisse au lecteur le soin d'en décider. Alors, on approche de la fin, mais j'aimerais vous poser peut-être une question un peu plus personnelle. Donc là, on a décrit un petit peu ce mariage entre cette nécessité qu'a le capitalisme d'user la fameuse formule libérale-libertaire, c'est-à-dire qu'au nom du libéralisme économique, on autorise toutes les formes de liberté possibles et imaginables, on y mélange l'écologie, etc. Et comme vous l'avez justement dit, on donne naissance à une nouvelle forme de religieux. Et d'ailleurs, vous piquez un moment les fameux boomers, les gens qui ont vécu une époque de capitalisme doré, si je puis dire, en tout cas où il y avait des libertés qu'on n'a plus, et qui, justement, vivant dans un monde désacralisé où la religion n'a plus cours, n'ont pas appris à mourir. Et on peut assister, on constate bien aujourd'hui qu'on a tellement peur de la mort qu'on a mis la mort de côté et qu'il est hors de question de mourir, puisque mourir est un accident de la vie, alors que, bon, il me semble plutôt que la mort n'est plus ni moins qu'une étape naturelle dans la vie. Mais est-ce que là, on est en 2021, l'été, bon, on y arrive, là, on arrive à l'été. Est-ce que, d'après vous, il est possible que demain, bon, je mets le mot entre guillemets, mais une révolte, quelque chose d'abord national, peut-être même mondial, sait-on jamais, se passe, le fait que ces nouvelles mesures éco-sanitaires obligent des populations à devoir se faire vacciner, et tout d'un coup de nouvelles choses, de nouvelles maladies, ou peut-être même une crise alimentaire, je ne sais pas, arrive. En tout cas, pensez-vous que tout ce qui est mis en place là, que cette nouvelle façon de vivre, finalement va aller de soi, vogue la galère, puisqu'après tout ça marche. Ça fait quand même un an, maintenant un an et demi,
qu'il y a des bouleversements au point de vue mondiaux, enfin, point de vue mondial, des bouleversements mondiaux, mais qui s'établissent mondialement, et que pas grand monde, finalement, ne réagit, après tout, est-ce qu'on peut penser que tant qu'on a Netflix et le frigo plein, rien ne change? On peut le penser, mais la question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que là, il faudrait vraiment être devin, Mhm. un vrai devin, hein, pas comme Klaus Schwab, parce que comme je ne dispose pas de son influence, quand moi je fais des prédictions, ça va pas forcément être des prédictions autoréalisatrices. Vous voyez. Donc je vais m'en abstenir. Donc si, pardon. Je m'abstiendrai de répondre à une question, par exemple, du type qu'est-ce qui va se passer en France cet automne? Je n'en sais rien. Mhm. Enfin, il y aura évidemment une tendance une tentative entre guillemets quatrième vague ou cinquième, je sais plus. Bon, reconfinement, etc. Bon, ça c'est même plus de la prévision, ils le reconnaissent. Hein. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça va donner ensuite comme résultat politique, etc. Je n'en sais rien. Ce qui en revanche est évident pour moi, et je pense que il peut être utile de le mentionner parce que ça livre une image d'ensemble. C'est que ce qui pour moi est clair, était déjà clair en réalité au moment où j'ai écrit mon propre commentaire, c'est que on va dire dans sa formulation néo-trotskiste, hein, donc de révolution mondiale, la grande réinitialisation est d'ores et déjà un échec. En réalité, on pouvait, alors j'ai pas eu moi cette perspicacité, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, mais on pouvait déjà le subodorer à partir même du printemps ou du début de l'été 2020, donc quand la problématique vaccinale a commencé à apparaître sur le devant de la scène, et que on s'est rendu compte que de manière étonnamment précoce, la Russie et la Chine notamment annonçaient donc le lancement de leur propre programme entre guillemets vaccinal. Alors pourquoi? Bon, à l'époque, il y a eu tout un tas de commentaires que je trouve maintenant rétrospectivement assez superficiels, comme oui, bon, c'est une question de prestige, oui, bon, non, évidemment, les élites gouvernantes, si vous voulez, aussi bien à Moscou qu'à Pékin, savaient dès cette époque. Hein, si moi j'avais réussi à m'en rendre compte en avril-mai 2020, bon, évidemment qu'à ce niveau de décision à Moscou et à Pékin, on savait très bien ce qu'il faut penser de cette entre guillemets pandémie. Bon, donc c'était pas le sens du note, mais par ailleurs ils savaient très bien aussi que donc l'Occident conserve si vous voulez, cette dynamique hégémonique dans on va dire la communication mondiale, et que par conséquent ils n'arriveraient pas à se mettre à l'abri. Voyez, bon, on pourrait dire qu'Alexander Loukachenko y a presque réussi à Minsk, mais bon, ça a quand même beaucoup secoué. Bon, qu'en tout cas, il ne suffirait pas, si vous voulez, d'expliquer à leur peuple que non, il n'y a pas de raison de se méfier de cette grippe-là plus que de celle de 2018, etc. Ils auraient de toute façon, à ce moment-là, à gérer l'hystérie de la population woke de centre des métropoles. Hein, souvenons-nous que le centre de Saint-Pétersbourg, le centre de Moscou, est occupé par des bobos qui n'ont rien à envier aux électeurs d'Anne Hidalgo, hein, et qui d'ailleurs n'ont jamais voté pour Vladimir Poutine. Ça, il faut s'en souvenir aussi. Donc, il fallait à la fois disposer effectivement dans le pire des cas, ne serait-ce que d'un placebo, hein, pour calmer ces gens-là. Mais même là, l'analyse reste un peu courte. En réalité, ce qu'ont très bien compris, à mon avis, hein, les élites gouvernantes, aussi bien à Moscou qu'à Pékin, dès la fin du printemps 2020, c'est que ces injections allaient aussi créer un moyen de contrôle de la population. Et maintenant, on s'en rend bien compte. Sans même entrer dans des polémiques, moi je suis pas compétent pour ça, sur que contiennent ces seringues, etc., j'en sais rien. Mais quand on voit que immédiatement derrière vous avez le pass, vous avez l'identité numérique, hein, puisque c'est le nom sous lequel justement le Forum économique mondial lui-même milite et depuis des années et des années, hein, pour ce programme. Bon, donc il était bien clair que ces injections allaient devenir au moins le prétexte, sinon l'instrument, d'un contrôle des populations, et il était évident, hein, que Moscou, Pékin, etc., n'allaient pas permettre aux Occidentaux
de créer, si vous voulez, des liens de dépendance, de se doter d'instruments de contrôle sur ne serait-ce qu'une partie de leur population à eux. Et donc, bon, ça a été confirmé ensuite à partir notamment de l'automne 2020, ce curieux détail qu'il n'y a pas eu de deuxième vague en Chine. En Russie, ils ont un peu fait semblant, enfin, en province, en gros, on avait remarqué, si vous voulez, même la Suède, à l'intérieur de l'Union européenne, quoique en dehors de l'OTAN, le détail mérite d'être souligné, n'a pas cru bon de participer davantage à la mascarade, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, dans une perspective trumpiste, ils ont déjà perdu. Ils ont déjà scellé leur destin, qui est le destin d'une nouvelle Union soviétique, d'où d'ailleurs les nouveaux murs, dont ils sont en train de s'entourer, qui sont peut-être des murs digitaux, si vous voulez. Voilà, quand ils vous parlent d'un Internet souverain, le mot souverain dans la bouche de ces gens-là, c'est toujours assez suspect, parce que ça fait pas vraiment partie de leur valeur par ailleurs. Donc, pour moi, la question qui reste, c'est quel va être le destin, quelles vont être les limites de cette nouvelle Union soviétique. Donc, notamment dans le cas de quelques pays périphériques, on peut se poser la question, Balkans occidentaux, Hongrie, Slovaquie, Pologne, etc., dans quelle mesure. Bon. Voilà. Et puis ensuite, combien de temps ça va durer? Alors là aussi, j'ai quand même un peu mon idée, et là je reviens à votre question, puisque vous l'avez commencé en mentionnant ce vieux principe, disons, du mondialisme occidental, qui est le couplage libéral-libertaire. Alors justement, vous voyez, pour moi, ce qui est très intéressant dans le covidisme, c'est que c'est un peu le naufrage contrôlé, le naufrage programmatique de ça. Et là, je profite de cette conclusion pour peut-être envoyer les auditeurs vers d'autres textes, d'autres sources. Il y a un petit ouvrage très intéressant qui s'appelle Ce virus qui rend fou, paru il y a déjà des mois, au moins 6 mois, voilà, l'œuvre d'un certain Bernard-Henri Lévy. Vous voyez, si on m'avait dit il y a 1 an, 2 ans que je conseillerais la lecture de l'ouvrage de Bernard-Henri Lévy, je serais tombé de haut. Mais croyez-moi, c'est très très intéressant, parce que là, vous voyez sous la plume d'un libéral sincère, de quelqu'un qui en réalité toujours sincèrement cru à cet agenda libéral-libertaire de l'Occident, et vous voyez la déception et puis finalement la dissidence, au moins disons covido-dissidence d'un intellectuel comme Bernard-Henri Lévy. À mon avis, c'est un signal, c'est plus qu'un signal faible. Ça en dit très très long sur l'avenir de ce truc-là. Bernard-Henri Lévy, je pense qu'il va assez vite s'installer quelque part en Asie ou peut-être en Amérique du Sud, je sais pas, il va pas rester dans ce truc-là. Vous voyez, lui, finalement, c'est un Français à sa manière. Il a besoin de ses bistrots ouverts, voilà, comme son col. En règle générale, ce que l'histoire du capitalisme, si vous voulez, a permis d'observer, c'est que totalitarisme et croissance ne font pas très bon ménage. Même si vous voulez, il y a eu ce moment du redressement stalinien de la Russie, etc. Enfin bon, ensuite il y a eu la stagnation brejnevienne, etc. Et puis bon, finalement ça a tourné court. Voyez. Et typiquement, ce genre de développement totalitaire, d'ailleurs, ne sont pas typiques si vous voulez, des zones de croissance du capitalisme mondial, et se produisent où? Ils se produisent, contrairement à toutes les prédictions d'ailleurs de Marx. C'est là qu'on voit la fausseté fondamentale de l'anthropologie marxienne. Ils se produisent dans des pays arriérés, périphériques, comme ce qu'était la Russie avant 1917, comme ce qu'était la Chine avant Mao, des pays agraires, des pays qui ont raté précédemment quelques trains à la gare de l'histoire. Ou bien dans un ancien centre, si vous voulez, de croissance et d'industrialisation, qui est l'Occident actuel, et notamment l'Europe de l'Ouest, mais qui en réalité est en cours de relégation. Puisque finalement, la grande réinitialisation, c'est avant tout une réponse de cette élite occidentale au défi de la relégation, et notamment au fait que, qu'on le veuille ou non, on est à l'orée, on est au début du siècle chinois. Et ça, d'ailleurs, Schwab le sait mieux que personne. Son fils dirige la succursale du Forum économique mondial de Chine. Il est, je crois, marié à une chinoise. Enfin, bon, le détail est secondaire, mais donc on voit bien, il y a, je pense, un enthousiasme tout à fait sincère chez Klaus Schwab pour ce modèle chinois, et qu'il a
réussi à communiquer, si vous voulez, à ses copains de l'élite de l'oligarchie occidentale, avec, si vous voulez, l'argument que, bon, c'est pas parce qu'on s'est planté, puisque finalement, voilà, dépassé par la Chine, hein, bon, ça veut dire, voilà, caramba, bataille perdue. Bon, partie perdue. Bon, c'est pas parce qu'on s'est planté qu'on devrait lâcher la main, hein, qu'on devrait laisser descendants des gilets jaunes, etc., décider à notre place. Non, 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 on va les mater. Et comment il suffit d'apporter ce merveilleux système de gouvernement et de surveillance des Chinois qui marche si bien en Chine. Alors, simplement, il y a un petit détail qu'ils ont l'air d'oublier dans tout ça, oui, c'est qu'effectivement, en Chine, ça marche bien, les gens se révoltent pas trop contre ça, et ça, les observateurs l'expliquent souvent par des raisons culturelles. Par exemple, ils vous disent, oui, c'est le monde confucéen, que sais-je. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Je remarque juste, au passage, que notamment sous la direction, depuis Deng Xiaoping, mais aussi notamment sous la direction de Xi Jinping, d'année en année, si vous voulez, bon an, mal an, la ration de porc hebdomadaire du chinois moyen augmente. Il y a même des années où pratiquement elle double. Voilà. Et alors Schwab et les copains, ils voudraient bien faire la même chose, mais dans un continent où là, en revanche, la ration en général, mais notamment de viande rouge, hein, parce que là, il y a aussi son copain Gates qui essaye de nous convaincre que finalement les scarabées et les larves, ce serait quand même tellement plus vert et inclusif. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les rations ici, elles diminuent, et avec le Covidisme, elles vont continuer encore beaucoup plus vite à diminuer. Et donc, grande question, comment est-ce qu'on fait fonctionner donc ce totalitarisme mou, si vous voulez, hein, digital, soft, etc., de la Chine actuelle, dans un contexte de récession, de recul, de désindustrialisation? Et bon, ma réponse, la réponse que contient mon commentaire, c'est on n'y arrive pas. Et du coup, on oublie ces illusions réformistes, hilferdingiennes, management, gouvernance, etc. Et puis on revient à un bon vieux léninisme, hein. On revient à la politique du Knut. Hein. Et d'ailleurs, ça a commencé. Hein. Regardez le bois de la Cambre à Bruxelles, regardez en Grande-Bretagne. Voilà, bon, on a effectivement commencé quand même à assommer les gens pour leur bien, et je crains que ça ne soit qu'un début. Car du sanitaire mou au sanitaire dur, il n'y a qu'un pas. Eh ben, on va conclure sur vos mots, cher ami. Dans sa circularité à proprement parler démente, le raisonnement est finalement logique. Le bilan des confinements sera positif, comparé à celui de la grippe, parce qu'ils obligeront à appliquer le programme collectiviste de Schwab, comme son acolyte Biden. On voit comment, dans cette configuration mentale, la question de la vérité des bobards, de la pseudo-épidémiologie covidienne passe très rapidement au second plan pour ceux qui décident de suivre Schwab. Et tel est même finalement le propos du livre, non pas convaincre qui que ce soit que le Covid n'est pas une grippe, mais de bien établir à tout jamais qu'on aurait de toute façon tort de ne pas le traiter comme une peste noire. Sur l'horizon unidirectionnel de la vision progressiste de l'histoire, la prophétie autoréalisatrice peut s'assumer comme telle, et tout mensonge peut devenir vérité, à condition d'être suffisamment vert et inclusif. Véritable postmoderne, Schwab fait entrer le discours luciférien de l'Occident dans l'âge post-truth. Alors je ne sais pas si nous sommes définitivement dans l'âge post-truth, en tout cas sur nos ondes on essaye de dire simplement la vérité en français. Écoutez, cher ami, merci beaucoup. Mais merci de m'inviter. Eh bien, chers auditeurs, si vous voulez lire notre auteur, Modeste Schwartz, il s'agit de se rendre sur le site de Culture et Racines. Je pense pour les amis lorrains que l'ouvrage est également disponible à la librairie Les Deux Cités à Nancy et d'autres librairies certainement à Paris. Et donc voilà, vous en saurez plus sur ce fameux Klaus Schwab qui nous prépare des lendemains qui chantent. Et bien, chers amis auditeurs, si vous avez appris ne serait-ce qu'une petite chose, cette vidéo doit être rétribuée avec un petit pouce bleu, un commentaire aussi si vous le désirez. Vous pouvez même nous aider en nous laissant un petit pourliche sur Tipeee. Sinon, quant à moi, je terminerai avec la conclusion habituelle. La vie commence toujours demain. Au liqueur!
La pandémie a brutalement mis en évidence l'injustice mondiale, l'aggravation de l'écart de richesse, l'inégalité d'accès aux soins de santé, la précarité de l'emploi et l'accentuation de la crise climatique. Elle a aussi fait tomber le masque de dirigeants qui travaillent pour eux-mêmes plutôt que pour leurs citoyens. Mais elle a également montré de manière inédite que le monde peut agir de manière coordonnée et rapide pour le bien commun. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation des systèmes internationaux est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Il est en liaison avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Le mot réinitialisation me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus. Mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion, à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux. Quelle est votre priorité en déclenchant, si vous le pouvez, cette réinitialisation ? Je pense qu'il y a 3 dimensions, 3 priorités. La première, c'est de rendre le monde plus résistant parce que nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des signes noirs, et peut-être à différents types de virus. La deuxième priorité, c'est que nous devons rendre le monde plus inclusif, plus juste, parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de personnes qui se sont senties exclues. Enfin, il faut que notre monde devienne plus vert. Nous devons mettre toute notre énergie dans la décarbonisation pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons une catastrophe majeure dont nous avons les premiers signes aujourd'hui. Oui, malheureusement.